Beaucoup pensent que l'expérience finit par nous préparer à tout, qu'avec l'âge, plus rien ne peut vraiment nous étonner. Mais ces gens-là n'ont jamais vu leur belle-fille arriver chez eux, accompagnée d'un faux avocat et d'un sourire capable de dissimuler une trahison poignardante. Je m'appelle Béatrice, j'ai 58 ans, et cette histoire débute un jeudi après-midi aux allures d'orage imminent. Le ciel était couvert de nuages épais, ceux qui alourdissent l'atmosphère et laissent une sensation poisseuse sur la peau. J'étais dans la cuisine, en train de terminer le repassage d'une pile de chemises appartenant à Gabriel, que je continuais à laver et repasser, même mariée. C'est ça, être mère, n'est-ce pas? On ne cesse jamais vraiment de veiller sur ses enfants. Le fer émettait un léger sifflement sur le tissu quand j'ai entendu le portail grincer. Ce n'était pas le bruit habituel que faisait Gabriel en arrivant discrètement, toujours soucieux de ne pas déranger le calme du quartier. Ce grincement-là était vif, assuré, comme si quelqu'un venait avec l'intention claire de régler quelque chose d'urgent. J'ai éteint le fer et me suis dirigée vers la fenêtre du salon. La voiture de Gabriel était bien garée, mais il n'était pas seul. Priscilla en est sortie la première, toujours tirée à 4 épingles, avec cette allure de femme sortant à peine d'un salon de coiffure. Elle portait ce jour-là une robe bleu marine que je ne lui connaissais pas, et des talons dont les claquements résonnaient sur le béton humide du garage comme des petits coups de marteau. Gabriel, lui, est sorti ensuite, lentement, le regard rivé au sol et les mains enfoncées dans ses poches. Puis, à ma grande surprise, un troisième homme est apparu depuis la banquette arrière. Un individu d'environ 50 ans, vêtu d'un costume gris soigneusement ajusté, une mallette en cuir à la main et une expression grave, totalement déplacée pour une simple visite familiale. Mon cœur a eu un battement étrange. Ce n'était pas de la nervosité, c'était quelque chose de plus primitif, un instinct. Le même instinct qui me réveillait au milieu de la nuit quand Gabriel, bébé, avait de la fièvre avant même qu'il ne pleure. Le même instinct qui m'avait fait sentir que quelque chose n'allait pas le jour de l'accident de Rogerio, avant même que le téléphone ne sonne. Certaines choses, on les sent simplement dans la peau. Je me suis recoiffée rapidement devant le reflet de la télévision éteinte et je suis allée ouvrir la porte avant qu'il ne sonne. Je voulais paraître naturelle, mais à l'intérieur, je calculais chaque mouvement. Quand j'ai ouvert, Priscilla avait déjà la main levée pour appuyer sur la sonnette. « Bonjour Donna Béatrice », dit-elle avec ce large sourire qu'elle arborait lors des visites du dimanche. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Une urgence mal dissimulée, une lueur dans les yeux qui n'était pas de la joie. Nous avons apporté une visite spéciale. Gabriel a à peine levé les yeux, a murmuré un « maman » presque inaudible et est resté derrière la femme, comme un enfant caché dans la jupe de sa mère. L'homme en costume s'est avancé et m'a tendu la main. Senhora Beatriz, enchanté. Je suis le docteur Fernando, avocat de la famille. Je suis venu ici pour régler quelques questions importantes concernant les documents de la maison. La manière dont il a dit famille m'a dérangé, comme si je n'en faisais pas partie, comme si je n'étais qu'un détail à régler. J'ai serré sa main fermement. J'ai appris tôt que la poignée de main en dit beaucoup sur une personne, et j'ai senti que la sienne était molle, humide. Je n'ai pas aimé. Entrez, je vous en prie, ai-je dit en ouvrant plus largement la porte. Quelle agréable surprise d'avoir de la visite un après-midi comme celui-ci. Ils sont entrés en file indienne. Priscilla devant, regardant autour comme si elle évaluait chaque meuble, chaque tableau. L'avocat juste derrière, tout aussi observateur. Gabriel en dernier, traînant les pieds comme quelqu'un qui ne voulait pas être là. La maison où je vis a été construite par mon défunt mari Rogerio, il y a plus de 20 ans. C'est une maison simple mais solide. 3 chambres, 2 salles de bain, un grand salon servant de séjour et salle à manger, une cuisine spacieuse et une buanderie à l'arrière. Rien de luxueux, mais chaque brique a été posée avec amour et sueur. Rogerio travaillait le jour dans le bâtiment et, la nuit, il construisait notre maison brique par brique. C'est ici que nous vieillirons ensemble, Béa, disait-il, les mains pleines de ciment. C'est ici que nous verrons notre petit grandir. Le destin en a décidé autrement, mais la maison est restée. Et moi, dedans. J'ai conduit tout le monde jusqu'au salon. Priscilla s'est installée sur le canapé comme si elle était la maîtresse de maison, croisant les jambes et lissant sa robe. Docteur Fernando a posé la mallette à côté du fauteuil et l'a ouverte avec des gestes précis. Gabriel est resté debout, adossé au mur, regardant par la fenêtre comme s'il espérait que la pluie résoudrait ses problèmes. « Je peux vous offrir un café, un thé ?» ai-je demandé, gardant mon ton hospitalier habituel. « Ce n'est pas la peine de vous déranger, Donna Béatrice, » dit Priscilla avec une précipitation à peine déguisée. « Il vaut mieux qu'on aille droit au but. Nous avons des documents importants à signer aujourd'hui. » Le mot signé est resté suspendu dans l'air, comme un oiseau de mauvais augure.
Un frisson m'a parcouru l'échine, mais j'ai gardé le sourire. Des documents? Ai-je demandé, toujours debout. Quel genre de documents? Docteur Fernando s'est éclairci la gorge et a sorti un dossier de la mallette. Senora Béatrice, nous avons parlé avec votre fils Gabriel et votre belle-fille Priscilla de la situation de la maison. Ils s'inquiètent pour votre sécurité, vivant seuls dans une maison aussi grande. Nous avons apporté une très bonne proposition de vente. La façon dont il a dit cela, c'était comme un coup de poing déguisé en caresse. Nous avons parlé avec votre fils, comme si je ne faisais pas partie de la conversation à propos de ma propre maison. Votre sécurité, comme si j'étais une vieille incapable de prendre soin d'elle-même. Une très bonne proposition, comme si ma maison n'était qu'une transaction à conclure. J'ai regardé Gabriel, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il m'explique ce qui se passait. Mais il continuait de fixer la fenêtre, les oreilles rouges comme lorsqu'il était enfant et faisait une bêtise. Une proposition de vente. J'ai répété lentement, savourant chaque mot de ma maison. C'est le mieux pour tout le monde, donna Béatrice, dit Priscilla en se penchant en avant avec un air conspirateur. Nous avons trouvé un très bel appartement pour vous. Plus petit, plus sûr, avec une conciergerie 24 heures sur 24. Vous n'aurez plus à vous soucier de rien, mais il restera même un bon petit montant de la vente pour que vous preniez soin de vous. Chaque mot était une petite agression déguisée en sollicitude. Plus petit, parce que je ne méritais plus d'espace. Plus sûr, parce que j'étais incapable de me protéger. Vous n'aurez plus à vous soucier, parce que j'étais un fardeau. Un bon petit montant, parce que ma maison ne valait que ça pour eux. Docteur Fernando a ouvert le dossier et étalé des papiers sur la table basse. Je reconnaissais certains formulaires notariés, mais il y avait d'autres documents que je n'avais jamais vus. Tout est déjà pratiquement réglé, dit-il en sortant un stylo doré de sa poche. Il ne manque que votre signature à quelques endroits, et nous pourrons conclure la vente cette semaine. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est réajusté, comme quand on essaie de capter une station de radio et que, soudain, on tombe sur le signal parfaitement clair. J'ai tout vu avec une netteté effrayante. L'agitation de Gabriel. La precipitación de Priscilla. L'assurance excessive du prétendu avocat. Les papiers trop bien préparés. Le discours trop bien orchestré. Ils n'étaient pas venus me consulter, ils étaient venus me notifier. Ce n'était pas une proposition, c'était une communication. Ils avaient déjà tout décidé, et j'étais juste la dernière pièce qu'ils avaient besoin de déplacer sur l'échiquier. Mais il y avait un problème dans tout ce plan, ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. J'ai souri. Un petit sourire, presque imperceptible, mais qui portait 23 ans de vécu, de lutte, de factures payées seules, d'un fils élevé à la sueur de mon front. Un sourire qui disait « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Quelle gentillesse de votre part de penser à moi, ai-je dit en gardant un ton doux. Mais que diriez-vous d'un petit café d'abord? Les affaires importantes méritent un accueil approprié. Priscilla a ouvert la bouche pour protester, mais j'étais déjà en route vers la cuisine. Je n'accepte pas un non comme réponse. Gabriel, tu sais à quel point ta mère est têtue. Pour la première fois de l'après-midi, mon fils a esquissé quelque chose qui ressemblait à un sourire. Un sourire triste, gêné, mais tout de même un sourire. Pendant un instant, j'ai vu en lui le petit garçon qui m'aidait à faire le café le dimanche matin, grimpant sur une chaise pour atteindre les tasses dans le placard. Dans la cuisine, pendant que je préparais le café, mon esprit tournait à toute vitesse. Chaque détail de la situation s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle sinistre. Les visites de Gabriel devenues de plus en plus rares, les questions subtiles de Priscilla sur les documents, son insistance à m'aider avec la paperasse, son intérêt soudain pour le bien-être de sa belle-mère. Ils avaient tout planifié, sauf une chose, je n'étais pas la petite vieille confuse qu'ils pensaient. Pendant que le café passait, j'ai touché le petit crucifix que je porte toujours autour du cou. C'était un cadeau de Rogerio pour notre premier anniversaire de mariage. Protège-moi, mon amour, ai-je murmuré tout bas. Donne-moi la force pour ce qui va venir. Parce que maintenant j'en étais sûre, il allait m'en falloir, de la force. Je suis retournée au salon avec le plateau de café, et j'ai trouvé les trois exactement dans la même position. Priscilla tapotait la table du bout des doigts, impatiente. Docteur Fernando classait et reclassait les papiers comme si l'ordre changeait quelque chose. Gabriel, lui, regardait toujours les nuages qui s'amoncelaient dans le ciel. Voilà, ai-je annoncé en posant le plateau sur la table. Un bon café chaud pour un après-midi froid comme celui-ci. J'ai servi avec le calme de celle qui a tout le temps du monde. Chaque geste était calculé,
Chaque mouvement une petite démonstration que dans cette maison, c'était encore moi qui commandais. Quand tous ont eu leur tasse en main, je me suis assise dans mon fauteuil préféré. Le même dans lequel j'avais allaité Gabriel, cousu ses vêtements d'école, pleuré la perte de Rogerio. C'était plus qu'un meuble, c'était un trône, construit avec amour et résistance. Maintenant oui, ai-je dit en croisant les mains sur mes genoux. Vous pouvez m'expliquer clairement cette histoire de vente de ma maison. Le ton de ma voix avait changé. Ce n'était plus la voix hospitalière de la maîtresse de maison recevant des invités. C'était la voix de la femme qui avait élevé un fils seul, qui avait affronté des files à la banque quand on lui disait qu'elle ne pouvait pas avoir de compte sans son mari, qui avait convaincu des directeurs d'école de donner une chance à un enfant dont le père était mort. C'était la voix de la femme qu'il venait juste de découvrir qu'elle existait. Et l'après-midi, qui promettait déjà la tempête, ne faisait que commencer. Pendant qu'il sirotait le café en silence, mon esprit voyageait loin de ce salon tendu. J'ai fermé les yeux une seconde et je me suis permis de me souvenir de quand tout a commencé. Quand cette maison n'était encore qu'un rêve griffonné sur un papier brun sur la table de la cuisine de notre premier appartement en location. J'ai connu Rogerio quand j'étais jeune, tout juste sorti de chez mes parents. Il était maçon, avait les mains calleuses et un sourire qui illuminait n'importe quel endroit. Il n'était pas beau au sens classique du terme, mais il avait quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité rien qu'en le regardant. Il travaillait dur, se levait à 5 heures du matin et rentrait avec l'uniforme sale de ciment, mais toujours avec une histoire drôle du chantier à me raconter. Un jour, on aura notre propre maison, Béa, disait-il en dessinant des plans imaginaires dans l'air avec ses doigts sales. Une maison à nous pour de vrai, où personne ne pourra nous mettre dehors. Il savait ce que c'était que de vivre de faveur. Élevé par sa grand-mère après la mort de ses parents dans un accident de bus, Rogerio avait passé son enfance à changer de maison en maison, toujours dépendant de la bonne volonté de parents éloignés. « Je ne veux plus jamais que tu passes par ça », me disait-il en me tenant la main. Je ne veux jamais que nos enfants sentent qu'ils n'ont pas leur place dans ce monde. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple dans l'église du quartier. Je portais la robe de ma sœur aînée. Lui, un costume emprunté au parrain. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions de l'espoir et des rêves. Beaucoup de rêves. Gabriel est né 2 ans après notre mariage. Un bébé potelé et souriant, qui pleurait peu et dormait bien. Rogerio a passé toute une semaine à porter une photo froissée dans la poche de sa chemise, la montrant à tout le monde au travail. « Regardez mon fils », disait-il avec fierté. « Il va devenir ingénieur, ce garçon. Il va construire des maisons bien meilleures que les miennes. » Quand Gabriel était encore petit, à peine entré dans ses premières années de vie, Rogerio est rentré un jour à la maison avec une nouvelle qui allait changer nos vies pour toujours. Il avait obtenu un terrain. Ce n'était pas grand, ni situé dans le meilleur quartier, mais il était à nous. Ou plutôt, il serait à nous après de nombreuses années de paiement mensuel qui rentraient dans notre budget serré. « C'est ici, Béaya », dit-il en m'y emmenant un dimanche après-midi. C'était un morceau de terre battue, avec de l'herbe qui poussait dans les coins et un seul arbre au fond. Pour moi, cela ressemblait à un terrain vague quelconque. Pour lui, c'était le paradis. C'est ici que nous allons construire notre château. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Brique par brique, week-end après week-end, jour férié après jour férié. Rogerio travaillait dans le bâtiment la semaine et construisait notre maison pendant ses temps libres. J'aidais comme je pouvais, en portant du matériel, en préparant le mortier, en peignant les murs. Gabriel jouait à nos côtés, toujours avec un petit casque jaune que son père lui avait offert. Il nous a fallu des années pour terminer. Des années d'économie extrême, de rêves pour chaque pièce, de calcul pour chaque brique. Je me souviens du jour où nous avons posé la première porte. Gabriel était encore petit et a insisté pour être le premier à entrer. « Maintenant, c'est vraiment notre maison, hein maman ?» demandait-il en courant dans les pièces vides. Maintenant, personne ne peut plus nous mettre dehors. Exactement ce que son père disait toujours. Quand nous avons finalement emménagé dans la nouvelle maison, Gabriel était encore un enfant et semblait être un prince explorant son château. Chaque chambre était une aventure, chaque recoin une potentielle cachette. La maison n'était pas encore entièrement finie. Il manquait des carreaux dans la salle de bain. Le sol de la cuisine était en béton brut. Les murs réclamaient de la peinture. Mais elle était à nous. On finira petit à petit, disait Rogerio en nous prenant dans ses bras, Gabriel et moi, au milieu du salon vide. L'important, c'est qu'on est à la maison. Les années suivantes furent les plus belles de ma vie. Rogerio a trouvé un meilleur emploi dans une grande entreprise de construction. Gabriel s'est bien adapté à sa nouvelle école, et moi, je faisais quelques travaux de couture à domicile pour compléter le revenu.
Peu à peu, nous avons amélioré la maison. Carreaux dans la cuisine, carrelage dans le salon, un petit jardin bien entretenu à l'avant. Gabriel grandissait trop vite. Du garçon calme qui jouait avec des blocs de construction, il est devenu un préadolescent plein d'énergie et de questions. Papa, comment tu savais où poser chaque brique? Maman, pourquoi notre maison est différente des autres? Quand je serai grand, je vais construire une maison encore plus grande. Rogerio avait une patience infinie avec les curiosités de son fils. Il passait des heures à expliquer les fondations, les structures, les finitions. Une maison, ce ne sont pas que des murs et un toit, Gabriel, disait-il. C'est l'endroit où l'on garde nos souvenirs, où l'on écrit notre histoire. C'est pour ça qu'elle doit être faite avec amour. Mon mari était toujours en train d'améliorer quelque chose. Une nouvelle armoire ici, une étagère là, une jardinière dans la buanderie. Il avait des mains en or pour n'importe quelle rénovation. La maison doit grandir avec la famille, expliquait-il. Elle doit s'adapter à nos besoins. Je me souviens d'un après-midi en particulier, Gabriel avait déjà 12 ans, quand Rogerio est arrivé plus enthousiaste que d'habitude. Il avait décroché un travail en extra sur un grand chantier. Ça payait bien, mais c'était dangereux, du travail en hauteur, sur de grands immeubles. C'est juste pour quelques mois, Béaya. Avec cet argent, on pourra solder la maison plus tôt. Je n'ai pas aimé l'idée. J'avais un mauvais pressentiment. Le même instinct que celui qui m'alertait quand quelque chose n'allait pas. Rogerio, on n'est pas pressé. La maison est bien comme elle est. Mais il avait déjà décidé. Je veux vous sécuriser. Je veux que, s'il m'arrive quelque chose, vous ayez au moins la maison payée. Comme s'il savait que le temps lui était compté. L'accident a eu lieu un matin d'août. Un échafaudage mal monté, une bourrasque de vent plus forte, un faux mouvement. Rogerio est tombé du 10e étage. Il n'est même pas arrivé vivant à l'hôpital. Gabriel était à l'école quand j'ai reçu l'appel. Je me souviens de chaque détail de ce jour-là. L'odeur du haricot brûlant sur le feu pendant que je courais à l'hôpital, l'expression du médecin en m'annonçant la nouvelle, le silence dans la voiture sur le chemin du retour. Comment allais-je dire à un garçon de 12 ans que son père ne rentrerait jamais à la maison? Quand Gabriel est rentré de l'école, il m'a trouvée assise sur le canapé du salon, encore en tenue d'infirmière, celle que je portais pour mon emploi à mi-temps. Il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. « Où est papa ?» fut sa première question. « Viens t'asseoir à côté de moi, mon amour », ai-je dit en le tirant doucement vers moi. « Je dois te dire quelque chose. » J'ai vu son monde s'effondrer en temps réel. Le garçon joyeux et bavard qu'il était quelques minutes plus tôt s'est transformé en un enfant silencieux et perdu. Nous avons pleuré ensemble sur ce canapé jusqu'au coucher du soleil. Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Au-delà de la douleur de la perte, il y avait les réalités pratiques. L'entreprise de construction a versé une petite indemnisation, juste assez pour solder la maison, mais pas beaucoup plus. Mon salaire d'aide-soignante à mi-temps ne couvrait pas toutes les dépenses. Gabriel avait besoin de vêtements, de matériel scolaire, de nourriture, de médicaments quand il tombait malade. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que je savais coudre mieux que je ne le pensais. J'ai commencé par faire de petits travaux pour les voisines, puis des vêtements simples, jusqu'à me constituer une clientèle régulière. Je travaillais le matin à l'hôpital comme aide-soignante, puis l'après-midi et le soir sur ma machine à coudre. Gabriel m'aidait comme il pouvait. Il classait les tissus par couleur, livrait les vêtements aux clientes proches, s'occupait de la maison pendant que je travaillais. Il a grandi trop vite, assumant des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, mais il ne s'est jamais plaint. « On va y arriver, maman », disait-il quand il me voyait inquiète à propos des factures. « Papa nous a laissé la maison payée. On va y arriver. » Et on a réussi. Année après année, facture après facture, mensualité après mensualité, Gabriel est devenu un adolescent responsable, studieux, déterminé. « Je vais aller à l'université », disait-il. « Je vais décrocher un bon boulot et m'occuper de toi. » J'ai accompagné chaque étape de sa vie. Les premières mauvaises notes au lycée, les histoires d'amour de l'adolescence, l'angoisse du concours d'entrée à la fac, la joie de l'admission en gestion. Quand il a obtenu son diplôme, nous avons pleuré tous les deux lors de la cérémonie. Rogerio aurait été tellement fier. Gabriel a trouvé un emploi dans une entreprise de taille moyenne juste après la fac. Il ne gagnait pas beaucoup, mais c'était un début. Il a commencé à m'aider avec les dépenses de la maison, même si je lui disais que ce n'était pas nécessaire. La maison est à nous, maman. Je veux aider à en prendre soin. Ce furent de belles années.
Gabriel évoluait professionnellement. Je continuais mes travaux de couture. La maison restait debout, accueillante. Le dimanche, il ramenait des petites amies déjeuner. Certaines ne duraient que quelques mois, d'autres un peu plus longtemps. Je ne m'en mêlais jamais, mais j'observais. J'étais toujours à l'affût des signes, qui aimaient vraiment mon fils, et qui n'étaient que de passage. Il y a quelques années, il a ramené Priscilla. Contrairement aux autres, elle était plus déterminée, plus ambitieuse. Elle parlait d'objectifs de vie, de planification financière, d'investissement. Pour un garçon qui avait toujours vécu simplement, ces mots sonnaient comme de la musique. Elle m'aide à penser à l'avenir, maman, disait Gabriel, les yeux brillants. Elle a une vision des affaires, elle sait comment faire fructifier l'argent. Priscilla était polie avec moi, toujours serviable, toujours souriante. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de regarder autour de la maison qui me dérangeait. Ce n'était pas la curiosité naturelle de quelqu'un qui découvre la maison de son petit ami. C'était quelque chose de plus calculé, plus évaluatif. « Quelle maison accueillante, donna Béatrice », disait-elle en passant les doigts sur les meubles. Elle doit valoir une jolie somme aujourd'hui, avec l'appréciation du quartier. Des commentaires comme ça sont devenus fréquents. Toujours déguisés en compliments, toujours accompagnés de ce sourire. Mais j'avais assez vécu pour reconnaître l'intérêt quand je le voyais. La demande en mariage est venue après quelque temps de relation. Gabriel était nerveux, heureux, anxieux. Elle a dit oui, maman. On vas a marier. J'ai fait semblant d'être ravie, j'ai félicité mon fils, j'ai félicité le couple, mais au fond, ce même instinct qui m'avait averti du danger du travail de Rogerio a recommencé à murmurer. Le mariage a été une petite fête, mais jolie. Priscilla était rayonnante, Gabriel amoureux, et moi, j'essayais de chasser les pensées négatives. Peut-être que je suis injuste, pensais-je. Peut-être que c'est juste la peur de perdre mon fils. Mais quand j'ai vu Priscilla discuter avec quelques invités de projets futurs et de changements nécessaires, j'ai su que mon instinct avait encore une fois raison. Et maintenant, quelques mois après le mariage, elle était là, dans mon salon, avec des papiers pour vendre ma maison et un faux avocat. La preuve que j'aurais dû faire confiance à mon intuition. J'ai rouvert les yeux et suis revenu au présent. Les trois étaient encore là, attendant ma réponse. Des décennies à construire cette maison. Plus de 20 ans à la défendre seule. Toute une vie de souvenirs dans chaque coin. Et ils pensaient que j'allais tout remettre en une après-midi pluvieuse de jeudi. La méfiance ne s'est pas installée d'un coup. Elle est venue lentement, comme l'eau d'une fuite que l'on ignore jusqu'à ce qu'un jour, on trouve tout le plafond taché. Durant les premiers mois de mariage, Priscilla continuait d'être la belle-fille attentionnée, apportant des fleurs lors de ses visites, complimentant ma cuisine, demandant des nouvelles de ma santé. Mais il y avait de petits détails qui ont commencé à m'ennuyer. « Donna Béatrice, avez-vous déjà pensé à moderniser vos documents ?» m'a-t-elle demandé un dimanche après-midi, pendant qu'on buvait du café sur la véranda. De nos jours, il est important de garder tout bien organisé, numérisé. Je connais un excellent intermédiaire qui peut vous aider. À l'époque, j'ai cru à de la gentillesse. Priscilla travaillait dans le marketing digital, elle parlait toujours de technologie, de modernisation. Il était logique qu'elle s'inquiète de mon organisation. Mais quelque chose dans l'éclat de ses yeux, quand elle a mentionné les documents, m'a mise en alerte. « Merci ma chérie, mais mes papiers sont tous en ordre. » ai-je répondu en servant une autre tasse. J'ai un avocat de confiance depuis des années. J'ai vu une ombre passer sur son visage, rapide, presque imperceptible, mais elle était bien là. Ah, très bien. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je sais à quel point ces démarches peuvent être compliquées pour les gens de votre génération. Les gens de ma génération, comme si j'étais une relique incapable de gérer mes propres affaires. Les visites sont devenues plus fréquentes et plus ciblées. Priscilla trouvait toujours une excuse pour passer à la maison. Elle apportait une nouvelle recette à essayer, demandait à utiliser les toilettes, voulait montrer quelque chose sur son téléphone à Gabriel. Mais je voyais bien comment ses yeux passaient chaque pièce au peigne fin. Comment elle posait des questions apparemment innocentes sur les rénovations, l'entretien, les dépenses de la maison. Ce salon serait magnifique si on abattait ce mur, non ? A-t-elle dit un jour en pointant la séparation entre le salon et la salle à manger. Ça donnerait une sensation d'espace incroyable. Et vu la valeur des maisons dans le quartier en ce moment, une rénovation comme celle-là ferait monter le prix de l'immobilier. Immobilier. Elle appelait ma maison un immobilier, comme si ce n'était qu'un bien parmi d'autres à négocier. Gabriel, pauvre garçon, ne remarquait rien, ou faisait semblant de ne rien voir.
Il était amoureux, ébloui par la femme qui parlait d'investissement et d'avenir brillant. Quand j'essayais d'aborder le sujet subtilement, il changeait de conversation ou prenait la défense de sa femme. Priscilla veut juste nous aider, maman. Elle comprend les finances, la planification. On doit penser à l'avenir. L'avenir. Toujours l'avenir. Comme si le présent, notre vie simple mais digne, ne valait rien. C'est un mardi matin que j'ai reçu l'appel qui a tout changé. J'arrosais les plantes sur la véranda quand le téléphone a sonné. C'était ce Antonio, du bureau du notaire, où j'avais enregistré la maison il y a tant d'années. Donna Béatrice, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai reçu une visite étrange ici ce matin. Une jeune femme s'est présentée comme votre mandataire, voulant des informations sur l'acte de votre maison. Mon sang s'est glacé. Le tuyau m'a glissé des mains et est resté à arroser le sol pendant que je digérais l'information. Comment ça, mandataire? Eh bien, j'ai trouvé ça bizarre. Elle avait des documents. Elle disait que vous étiez malade et qu'elle devait s'occuper de la paperasse. Mais comme je vous connais depuis des années, j'ai préféré vous appeler avant de donner toute information. Malade. Priscilla avait dit que j'étais malade. Ce Antonio, je n'ai mandaté personne et je ne suis pas du tout malade. Je m'en doutais. C'est pour ça que je vous ai appelé. La demoiselle a insisté lourdement, a dit que c'était urgent. Elle m'a même montré une carte d'identité à votre nom, mais je n'étais pas convaincue. Ces arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Une carte d'identité à mon nom. Comment l'avait-elle obtenue? Je l'ai remerciée et j'ai raccroché, les mains tremblantes. Pas de peur. De colère. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir où je garde mes documents importants. Tout était là, ma carte d'identité, mon CPF, mon permis de conduire. Mais alors je me suis souvenu, quelques semaines plus tôt, Priscilla m'avait demandé à voir ma carte d'identité parce qu'elle préparait une liste de cadeaux pour mon anniversaire et voulait s'assurer de l'orthographe exacte de mon prénom. Naïve que j'étais. Je lui avais tendu le document sans me méfier. Elle avait sûrement pris une photo ou fait une copie lorsqu'elle était allée aux toilettes. Cet après-midi-là, je me suis assise dans la cuisine avec un carnet et j'ai commencé à tout noter. Chaque commentaire étrange, chaque question dirigée, chaque comportement suspect. Le schéma m'est apparu limpide. Priscilla cartographiait ma vie financière, testait mes capacités mentales, montait un dossier pour me présenter comme incapable. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai mis mes plus beaux vêtements et suis allée en centre-ville. Première étape, le bureau du notaire. J'ai demandé à faire ajouter une note spéciale à mon dossier. Toute demande concernant mes documents devait obligatoirement être confirmée avec moi en personne ou par téléphone avant toute démarche. Donna Béatrice, vous avez raison de vous protéger, a dit ce Antonio. Ces escroqueries contre les personnes âgées deviennent de plus en plus fréquentes. Personnes âgées. J'avais 58 ans. Je travaillais, je conduisais, je m'occupais de ma maison seule. Mais pour le monde, j'étais déjà une personne âgée vulnérable. Deuxième étape, la banque. J'ai parlé au directeur, un jeune homme attentif, et j'ai demandé à ce qu'une sécurité spéciale soit ajoutée à mon compte. Toute tentative de transaction ou de consultation sans ce mot de passe serait automatiquement bloquée. C'est une mesure sage, c'est Nora Béatrice. On voit beaucoup de cas de membres de la famille qui essaient de profiter des personnes plus expérimentées. Experimentees. C'était toujours mieux qu'âgé. Troisième étape, le cabinet de Dr Enrique, mon avocat depuis plus de 15 ans. Un homme intègre, aux cheveux gris, avec une vraie expérience. Je lui ai tout raconté, les questions de Priscilla, la tentative au bureau du notaire, ma méfiance croissante. Béatrice, tu as bien fait de venir me voir. Je vais préparer quelques documents préventifs. Une déclaration de capacité mentale, une procuration spécifique uniquement pour moi en cas d'urgence, et nous allons aussi mettre à jour ton testament. Testament. Mieux vaut prévenir. Si quelqu'un essaie de remettre en question ta capacité, nous devons rendre ta volonté très claire et bien documentée. Je suis rentrée chez moi avec une pochette pleine de papiers signés et scellés. Des documents prouvant ma santé mentale, ma capacité de décision, ma volonté expresse concernant mes biens. C'était mon armure contre toute tentative d'escroquerie. Ce soir-là, Gabriel est venu dîner. Il était étrange, nerveux, évitant mon regard. Priscilla n'est pas venue. Elle avait, soi-disant, mal à la tête. Maman, je voulais te parler d'une chose. Dis-moi, mon fils. C'est à propos de la maison. Priscilla pense qu'il serait mieux que tu réfléchisses à, peut-être déménager dans un endroit plus petit.
Plus sûr. Voilà le premier mouvement officiel. Gabriel, cette maison est mon foyer. Pourquoi voudrais-tu que je parte? C'est que, la maison est très grande pour une seule personne. Et le quartier a changé. Il est devenu plus dangereux. Priscilla s'inquiète pour toi. Priscilla is inquiet. Toujours Priscilla. Et toi, Gabriel? Tu t'inquiètes? Il a baissé les yeux. Bien sûr, maman. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais il n'a pas réussi à me regarder dans les yeux en disant ça. Après son départ, je me suis assise sur la véranda avec une tasse de thé et j'ai regardé les étoiles. L'air du soir était frais, chargé de l'odeur du jasmin du jardin que j'avais moi-même planté. Cette maison n'était pas simplement un endroit où je vivais. Elle était le résultat d'une vie entière de travail, de rêves réalisés brique après brique, de souvenirs construits avec amour. Et si Priscilla pensait qu'elle allait m'enlever cela avec de la conversation mielleuse et de faux documents, elle se trompait lourdement. Alors, dit Priscilla en tapant des ongles sur la table, impatiente. On peut régler ça aujourd'hui même. Le docteur Fernando a apporté tous les papiers nécessaires. J'ai regardé l'homme en costume gris qui se redressait dans le fauteuil, comme s'il était le maître de la situation. Il a ouvert la mallette et en a sorti une épaisse chemise, étalant les documents sur ma table basse comme s'il distribuait des cartes. C'est Nora Béatrice, dit-il d'une voix empesée. Voici une proposition très avantageuse. L'appartement que nous avons trouvé pour vous est moderne, avec toute la sécurité nécessaire pour une personne de votre âge. Personne de mon âge. Encore. Et quelle est exactement votre formation, docteur Fernando? Ai-je demandé en gardant un ton doux, mais direct. Il a hésité une fraction de seconde. Je suis avocat spécialisé en droit immobilier. Très intéressant. De quelle université? De l'université fédérale. Quelle université fédérale? Il y en a tellement. Priscilla est intervenue rapidement. Donna Béatrice, ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est de régler la situation de la maison avant que ça ne devienne plus compliqué. Plus compliqué pour qui? Gabriel restait silencieux, regardant par la fenêtre comme s'il voulait être n'importe où sauf ici. De temps en temps, il me lançait un regard furtif, presque suppliant, mais ne disait rien. C'est drôle, ai-je poursuivi en servant encore du café. Vous avez déjà tout organisé sans même me consulter correctement. Vous avez même déjà choisi l'appartement. C'est parce qu'on se soucie de vous, dit Priscilla en forçant un sourire. On veut vous faciliter la vie. Quelle gentilesse. J'ai attrapé l'un des papiers sur la table et j'ai faim de l'examiner. Et ce document ici, c'est quoi exactement? Le prétendu docteur Fernando s'est avancé. C'est l'acte de cession de propriété. Très simple. Il faut juste signer ici, ici, et ici. Il a pointé plusieurs lignes avec son stylo doré. Une cession, à qui? À l'entreprise chargée de la vente. Et le nom de cette entreprise? Silence Gennant. Priscilla et le faux avocat se sont regardés. Tout est spécifié dans le document, murmura-t-il. Ah, d'accord. J'ai pris mes lunettes de lecture et j'ai commencé à lire à haute voix. Cession des droits de la propriété située à... Je me suis arrêté. Comme c'est curieux. Ici, il est écrit que je cède la maison à Gabriel Souza Silva et Priscilla Mendes Souza. Le silence devint assourdissant. Autrement dit, il n'y a pas d'entreprise du tout. La maison vous reviendrait directement. Priscilla perdit son calme. Donna Béatrice, ce n'est qu'une formalité. Comme nous sommes une famille, c'est plus simple de faire le transfert ainsi. Ensuite, nous vendons et achetons l'appartement pour vous. Ensuite vous vendez? Ai-je répété lentement. Ma maison? Gabriel parla enfin, d'une voix rauque. Maman, c'est le meilleur moyen de... Gabriel. Ma voix sortit plus ferme que je ne l'imaginais. Tu es resté silencieux pendant 1 heure. Et maintenant tu veux parler? Il baissa à nouveau la tête. Je me suis levée et suis allée jusqu'au buffet où je garde certaines choses importantes. J'ai pris une pochette qui attendait là depuis des semaines, prête pour ce moment. Puisque vous avez apporté des documents, ai-je dit en retournant à mon fauteuil, j'en ai aussi quelques-uns ici. J'ai ouvert la pochette et sorti le premier papier.
Voici un rapport de capacité mentale rédigé par le Dr Enrique Santos, psychiatre, attestant que je suis en pleine possession de mes facultés pour prendre des décisions concernant ma vie et mes biens. J'ai vu le visage de Priscilla pâlir. Et ceci, ai-je posé le deuxième document sur la table, est une attestation de mon médecin confirmant que je n'ai aucun problème de santé altérant mon jugement. Puis j'ai pris une feuille avec un en-tête officiel. Et ça, c'est un rapport de police que j'ai déposé au commissariat pour dénoncer une tentative de fraude à mon encontre. Le silence était maintenant de la panique. Le faux docteur Fernando a commencé à ranger ses papiers à toute vitesse. Ah, mais le meilleur arrive maintenant. J'ai pris mon téléphone et appuyé sur lecture. La voix de Priscilla résonna dans toute la pièce. Seu aniu. Je suis la mandataire de Dona Beatriz. Elle a des problèmes de santé et j'ai besoin de m'occuper de la documentation de sa maison. Gabriel ouvrit grand les yeux. C'était la première fois qu'il entendait cela. Cet enregistrement a été fait par ce Antonio, du bureau du notaire, quand tu as tenté de te faire passer pour ma représentante légale, ai-je expliqué en regardant Priscilla droit dans les yeux. Elle était rouge de colère et de honte. Je peux expliquer. Tu peux? L'ai-je interrompu. Alors explique aussi ça. J'ai montré une photo sur mon téléphone. Voici la copie de ma carte d'identité que tu as prise quand tu m'as demandé de vérifier l'orthographe de mon nom. Ce Antonio me l'a montré quand tu as essayé de l'utiliser comme fausse pièce d'identité. Le faux avocat s'est levé brusquement. Je dois y aller. J'ai un autre rendez-vous. Vous pouvez y aller, bien sûr, ai-je répondu en souriant. Mais avant ça, docteur Fernando, si c'est bien votre nom, pourriez-vous me montrer votre carte d'avocat, votre carte de l'OAB? Il s'est figé à la porte. Vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas avocat. En fait, tentative d'exercice illégal de la profession, c'est un crime. Je peux appeler la police maintenant ou vous préférez partir et ne jamais revenir. Il est sorti sans dire un mot, laissant même sa mallette derrière lui. Gabriel était sous le choc, me regardant, puis Priscilla, comme s'il regardait un film de suspense. Priscilla, dit-il d'une voix tremblante, c'est quoi tout ça? Elle explosa. Ta mère est une vieille paranoïaque. Je voulais juste aider. Juste qu'elle ait une meilleure vie. Aider? Je me suis levée du fauteuil. En essayant de me faire déclarer incapable, en falsifiant des documents, en inventant une procuration? Tu ne comprends pas, cria-t-elle. Cette maison vaut une fortune. Elle est gaspillée par quelqu'un qui ne la valorise même pas. Et voilà, la vérité nue. Gabriel la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Priscilla, tu m'as menti? Je n'ai pas menti. J'ai juste voulu organiser les choses de manière plus pratique. Plus pratique pour qui? Ai-je demandé. Pour vous deux, pour vendre ma maison et garder l'argent? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La réponse était déjà écrite sur son visage. J'ai pris le téléphone et composé un numéro. Docteur Enrique, pouvez-vous venir à la maison s'il vous plaît? Je dois procéder à la dénonciation dont nous avons parlé. Priscilla ouvrit de grands yeux. Vous n'allez pas appeler la police. C'est déjà fait. Tentative d'escroquerie, falsification de documents et exercice illégal de la profession. Ça doit bien valoir quelques années de prison. Gabriel Plurate. Des larmes silencieuses de honte et de déception. Il me regarda, les yeux rouges. Maman, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien de tout ça. Je m'approchai de lui et posai ma main sur son visage comme je le faisais quand il se faisait mal étant enfant. Je sais, mon fils, je sais. Mais même en sachant, une partie de moi était morte cet après-midi-là. Parce que mon petit, mon Gabriel, avait choisi de croire une étrangère au lieu de faire confiance à la mère qu'il avait élevée. Et certaines décisions ne peuvent pas être effacées. Quand le docteur Enrique arriva une demi-heure plus tard, la maison était déjà silencieuse. Priscilla était partie comme un ouragan, claquant la porte avec une telle force que le tableau sur le mur avait tremblé. Gabriel était resté, mais il était assis sur le canapé, tel une statue, regardant ses propres mains. « Béatrice, dit mon avocat en observant la scène, vous allez bien? » « Très bien, docteur Enrique. Mieux que depuis des mois. » Il me tendit une enveloppe scellée. « Voici les documents que vous m'avez demandés.
La demande de tutelle a été rejetée par le juge, comme nous l'attendions, et nous avons également obtenu une ordonnance de restriction empêchant toute tentative de transfert de propriété de la maison sans votre présence personnelle au bureau du notaire. J'ai pris l'enveloppe et l'ai posée sur la table, juste devant Gabriel. Il leva les yeux, confus. « Maman, qu'est-ce que c'est ? » « C'est la preuve que ta mère n'est pas la vieille incapable que ta femme t'a fait croire, » ai-je répondu en m'asseyant à côté de lui. Priscilla a déposé une demande de tutelle au tribunal, Gabriel. Elle voulait me faire déclarer mentalement inapte pour pouvoir prendre le contrôle de mes biens. Il devint livide. Elle ne m'a rien dit de tout ça. Je suis certaine qu'elle ne t'a rien dit. Pas plus qu'elle ne t'a dit qu'elle avait déjà contacté 3 agences immobilières pour faire estimer cette maison. Ou qu'elle avait ouvert un compte bancaire au nom de vous deux pour recevoir l'argent de la vente. Le docteur Enrique confirma d'un signe de tête. Tout est documenté et annexé au dossier que nous allons ouvrir contre elle. Gabriel passa les mains dans ses cheveux, désespéré. Mon Dieu, comment ai-je pu être aussi aveugle ? Je n'ai pas répondu. Certaines questions doivent être affrontées seules. Quand docteur Enrique est reparti, nous sommes restés là, mère et fils, enveloppés par le silence lourd de la vérité. Je suis allée à la cuisine et suis revenue avec 2 verres d'eau. Gabriel a bu le sien comme s'il sortait d'un désert. Maman, je peux t'expliquer. Ce n'est pas nécessaire, Gabriel. Si, c'est nécessaire. Il s'éleva, agité. Je ne savais rien de tout ça. Priscilla m'a dit que tu devenais oublieuse, que c'était dangereux de vivre seule. Elle m'a montré des factures en retard. Elle a dit que tu avais oublié de payer. Quelles factures? Celle de la carte de crédit, de la pharmacie. Je suis allée au tiroir de la cuisine et suis revenue avec ma pochette de documents. Je lui ai montré tous les reçus des 6 derniers mois. Tout était à jour. Tout était organisé. Elle a tout inventé, Gabriel. Elle a créé de fausses dettes pour te convaincre que je perdais la tête. J'ai vu mon fils s'effondrer. C'était douloureux à regarder, mais nécessaire. Il devait comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Comment a-t-elle pu faire tout ça ? Murmura-t-il. Et toi, pourquoi tu as laissé faire ? Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais, mais ils étaient vrais. Tu m'as livré sur un plateau, Gabriel. Chaque information dont elle avait besoin, chaque détail sur ma vie, tu lui as donné sans poser de questions. Il a recommencé à pleurer. Cette fois, ce n'était plus des larmes de choc, mais de culpabilité. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. C'étaient encore les mains de mon petit garçon, mais elles portaient maintenant le poids de choix d'adulte. Gabriel, je te pardonne. Tu as été manipulée, trompée. Priscilla est très douée dans ce qu'elle fait. Mais j'aurais dû me douter. J'aurais dû te protéger au lieu de... Au lieu de quoi ? Il me regarda, les yeux pleins de honte. Au lieu de penser que tu étais un obstacle à notre bonheur. C'était brutal. Mais c'était nécessaire. Et maintenant ? Ai-je demandé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Gabriel est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a enfin parlé, sa voix était ferme pour la première fois de la journée. Je vais me séparer d'elle. Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui a tenté de faire ça à toi, à nous. J'ai ressenti un soulagement que je n'attendais pas. Mais avec ce soulagement est venue une autre chose, la certitude que plus rien ne serait comme avant entre nous. Et où vas-tu aller ? Je ne sais pas. Je vais chercher un petit appartement, quelque chose que je peux payer tout seul. Tu peux rester ici. Il secoua la tête. Non, maman. Je dois reconstruire ma vie. Je dois te prouver, et me prouver, que je peux être un homme digne de ce nom. J'ai compris. C'était de la fierté. Mais aussi de la sagesse. Ce soir-là, après le départ de Gabriel, je me suis assise sur la véranda avec une tasse de thé et j'ai contemplé mon jardin. Les rosiers que j'avais plantés la première année de la maison étaient en fleurs. Ils avaient survécu aux gelées, aux sécheresses, aux tempêtes. Tout comme moi. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma voisine Rosa. Rosa, tu peux venir demain matin ? Je veux te parler de quelque chose. Le lendemain, je lui ai tout raconté. Rosa m'a écouté en silence, hochant parfois la tête. Béatrice, tu as été très maligne. Beaucoup de gens à ta place seraient tombés dans le piège.
Ce n'était pas de la malice, Rosa. C'était de l'instinct de survie. Dans les semaines suivantes, ma vie a pris une tournure inattendue. Le procès contre Priscilla a été rapide. Les preuves étaient irréfutables. Elle a été condamnée pour tentative d'escroquerie et falsification de documents. Gabrielle a demandé le divorce et elle n'a même pas contesté. Elle était trop occupée à essayer d'éviter la prison. Mon fils a trouvé un petit appartement, modeste mais digne, au centre-ville. Il venait me rendre visite une fois par semaine, toujours avec des fleurs ou un dessert que j'aimais. Nos conversations étaient différentes maintenant. Plus prudentes, plus respectueuses. Il avait compris que je n'étais pas seulement sa mère. J'étais une personne avec des droits, des désirs et une pleine capacité de décision. « Maman », m'a-t-il dit lors d'une de ses visites, « je voudrais te demander quelque chose. » « Dis-moi. » « J'aimerais apprendre à m'occuper du jardin, comme papa le faisait. Comme toi tu le fais. Je crois que j'ai besoin de mieux comprendre la valeur des choses qu'on construit lentement. J'ai souri. C'était le premier signe réel que mon fils était en train de grandir pour de bon. Nous avons décidé qu'il viendrait le samedi matin pour qu'on travaille ensemble la terre. Nous ne parlions pas beaucoup durant ces heures, mais il y avait une paix différente entre nous. Il apprenait que prendre soin de quelque chose est bien plus difficile que de le vendre. 6 mois après l'affrontement, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Priscilla, depuis la prison pour femmes où elle purgeait sa peine. Donna Béatrice, je sais que je n'ai pas le droit de demander votre pardon. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai compris le mal que j'ai causé. Vous avez lutté toute votre vie pour cette maison, et moi, j'ai essayé de vous l'enlever en quelques semaines. C'était inhumain. Je n'ai pas répondu à la lettre. Il n'y avait rien à dire. Un après-midi, pendant que j'arrosais les plantes, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Priscilla m'avait enseigné quelque chose d'important. Que la véritable force ne réside pas dans l'obtention de ce que l'on veut à tout prix, mais dans la protection de ce que l'on a construit avec dignité. Ma maison était toujours debout. Mon fils était revenu à la maison, pas physiquement, mais émotionnellement. Et moi, j'avais découvert qu'à 58 ans, j'étais encore capable de me battre pour moi-même. J'ai touché le crucifix de Rogerio et j'ai murmuré. On a réussi, mon amour. La maison est encore debout, et moi aussi. Parce qu'au fond, peu importe combien de tempêtes traversent nos vies, ce qui compte vraiment, c'est de savoir si nous sommes encore capables de rester debout après leur passage. Et moi, j'ai toujours su rester debout. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse un like, abonne-toi à la chaîne. Et commente ici en bas. À ma place, qu'auriez-vous fait ? Ton message peut illuminer la journée de quelqu'un.